En Afrique. Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième fois Guillaume Evrard, spécialiste aéronautique, pour revenir en détail sur un événement tragique qui a secoué le Brésil cet été, le crash de l'ATR 72-500 de la compagnie Vuepas. Le 9 août 2024, cet avion assurant le vol 2283 entre Cascavel et Sao Paulo s'est écrasé dans un quartier résidentiel de la ville, causant la mort de 58 passagers et 4 membres d'équipage à bord. Une vidéo choc diffusée sur les réseaux sociaux a montré l'appareil perdre brutalement de l'altitude alors qu'il volait à près de 17 000 pieds. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Guillaume Evrard qui va nous aider à y voir plus clair sur cette tragédie aérienne. Bienvenue Guillaume et merci d'être avec nous. Guillaume est ravi de te retrouver pour cette nouvelle édition du podcast et également pour la rentrée podcast du blog de l'aviation civile, devenu le média de l'aviation civile parce que 24 au Brésil. Alors comment toi tu as vécu le crash? Je ne sais pas si je peux utiliser le terme incident, est-ce que ça l'est, accident, toi, bref, crash pour l'aviation civile, comment toi tu l'as vécu? Oui, bah écoute, tu fais bien de poser la question, Marc, parce que c'est vrai que même en tant que professionnel du milieu aérien, quand j'ai vu les images, je pense que ça a dû glacer le sang de beaucoup de monde, hein, mais nous, les gens du domaine, ça nous a sérieusement choqués. Beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que normalement, un avion de ligne a des systèmes de protection. Et l'ATR, qui veut dire avion de transport régional, qui est une filiale Airbus et italienne, maintenant qui est fusionnée, avec l'assemblage final qui est fait à Toulouse. Donc beaucoup de gens pensent que c'est un avion exclusivement français, mais c'est un consortium, un petit peu comme tous les Airbus. Turbopropulseur, un avion qui est vendu en deux versions, 42 et 72. On disait que c'était le nombre de passagers, le nombre de personnes à bord, 42 personnes ou 72 personnes, ce qui est à peu près le cas en fonction des versions de cabine. Aujourd'hui, il n'y a plus que du 72 quasiment qui est vendu. Il y a très peu de 42 qui sont en commande, puisque j'ai des personnes de mon entourage qui travaillent à Toulouse en final assembly line ou au delivery. Et donc, il n'y a quasiment que du 72, version 600 maintenant. Donc le 500 qui est concerné par Veopas et qui a choqué l'ensemble, je pense, de la population, néophyte et professionnelle. Parce que là, il a été filmé, on est dans un cas où aujourd'hui beaucoup de gens ont des smartphones Tout à fait. Au bout de la main. On se fait souvent reprendre au quotidien parce qu'à table, on a notre smartphone. Quand on fait quelque chose, on a notre smartphone. Les gens sont dans les cancers et ils ne regardent plus avec leur yeux directement. Ils regardent au travers de leur smartphone des événements. Mais aujourd'hui, on peut aussi dire que ces smartphones vont servir, ces vidéos vont servir à l'enquête. Tout à fait. À l'enquête de la CENIPA. Au Brésil, c'est l'équivalent du bureau d'enquête analyse français, qui va aussi participer, puisque c'est un avion qui est considéré comme un avion fabriqué sur le sol français. Donc le BEA va envoyer très certainement déjà actuellement des personnes sur place. Les enregistreurs apparemment ont été récupérés, ce qui est une bonne chose. Il n'y a pas d'informations comme quoi ils sont inexploitables, donc ça veut dire qu'ils le sont. On va donc très prochainement avoir des rapports préliminaires ou des informations venant de ces enregistreurs. Puisque aujourd'hui, les seules choses dont on dispose, je pense que ce sont des fuites et puis ces images. Ouais. Alors, je ne te coupe pas. S'agissant des boîtes noires, j'aurais lu
que la compagnie aurait, euh, euh, comment je dis ça, je ne veux pas dire interdit, mais n'a pas permis que certaines choses soient enregistrées parce qu'avant, l'avion avait eu un souci, etc. Tu penses que c'est fiable ou alors une boîte noire enregistre effectivement tout, ou on peut essayer de manipuler les choses? Alors, l'ATR est un avion qui est certifié CS25. Hein. Quand je parlais des interdictions de décrochage, etc., ça fait partie Mhm. de cette norme. Et donc, les enregistreurs, qui sont au nombre de deux, en tout cas dans l'ATR, Oui, un cockpit voice recorder qui va enregistrer tous les sons du cockpit et les conversations aussi radio, audio, et un FDR ou DFDR s'il est digital, qui enregistre tous les paramètres de vol. oui, L'engagement du pilote automatique, la position des commandes de vol, l'altitude, la vitesse, la température extérieure, oui, la puissance des moteurs, même beaucoup d'éléments concernant les moteurs, même la pression d'huile, hein, parce que si un moteur a une pression d'huile ou une EGT, une température de turbine anormale, comme ça on va savoir, on va se dire tiens, il y a un moteur qui n'allait pas très bien. Bon, à ce jour, il n'y a aucune information que moi j'ai pu trouver oui. qui parle d'une défaillance technique de cet avion, qui aurait précédé le vol ou qui aurait eu lieu pendant le vol. Donc déjà, on élimine toute polémique tant qu'on n'a pas les vraies informations officielles. Par contre, j'ai vu aussi, comme toi, tu as pu apparemment voir, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, que l'avion aurait subi un tail strike en mars. Mhm. C'est-à-dire qu'il aurait atterri et l'arrière de l'avion a touché. Il y a des gens qui commencent à dire oui, bah, l'avion il a été fortement endommagé, il est sorti apparemment de réparation. Et c'est réparable, hein. Bien sûr, ça nécessite de grosses réparations. Il serait sorti que juin, juillet. Je suis pas surpris, parce qu'un tel strike, ça peut toucher la couronne arrière, la coupole, qu'on Oui. appelle le CRED. Tu sais, c'est ce qui constitue la partie pressurisée de l'avion. Il y a eu des cas précédents, hein, le vol Japan Airlines 123 et le vol China Airlines euh, 611, qui sont des 747, tous les deux qui avaient eu des tels strikes, Mhm. réparés. Et il y en a un 3 ans après, ou 4 ans après, c'est le Japan Airlines, il a explosé en plein vol. Ouais. C'est aujourd'hui l'accident qui a provoqué le plus de décès dans un 747, parce que c'était Mhm. une version densifiée du 747. Il y a eu plus de 500 morts. Ouais. Et l'autre, c'est un 300 taïwanais qui a été retrouvé plus tard, hein, quelques mois après, au fond de l'eau. Et ils ont compris aussi que c'était, alors là, c'était quelque chose comme 15 ans, je crois, auparavant. Il y avait eu ce téléstrack et la fatigue de la réparation, les rivets, tu vois, ça avait fait travailler la réparation. Ça n'a pas tenu. Là, on n'est pas dans le même cas parce que l'avion, quand on le voit tomber en vrille à plat, sur la gauche, on voit bien qu'il est entier. Il manque pas l'arrière, il manque pas le T-tail là, qui a son rôle à mon avis dans le spin. Hein. On verra, on en parlera après. Mais il est entier l'avion, donc ça semble pas être un problème structurel, Mhm. tu vois. Ouais. Je ne fais que voir les images que tout le monde a vues. Hein. Je n'ai pas d'accès aux données de l'enquête. Hein. Ok. Mais puisqu'on parle également des images et tout, est-ce que de ton côté, tu as des éléments, du moins, qui peuvent permettre de comprendre est-ce que à quel moment il a décollé, est-ce que il faisait le climat, bref, ces détails clés qui peuvent aussi Ouais, permettre de comprendre ces images dont on n'a pas l'habitude de voir aussi nous oui, néophytes, avec geeks, etc. c'est ça. Tu fais bien encore une fois de te poser la question. Tu as raison en parlant des informations. Bon, l'avion faisait un vol intérieur, un vol régional hein, entre deux aéroports. Je crois qu'il n'y avait que 2 heures de vol pour un Mhm. ATR, ce qui correspond très certainement à une distance d'un peu plus d'un millier de kilomètres hein, ou dans ces eaux-là. Donc un vol régional. C'est des avions, les ATR, comme ils sont turbopropulseurs, ils volent rarement au-delà du niveau de 150. Hein. Je dirais même, c'est plutôt entre le niveau 150 et le niveau 200 en moyenne, en fonction du type de vol, en fonction de la météo et du trafic aussi. Oui. Ils sont très performants dès le niveau de vol 150, 160, il n'y a pas de problème. Donc pour expliquer aux auditeurs, hein, le Mhm. niveau de vol, c'est 160 par exemple, ça correspond à 16 000 pieds. 16 000 pieds, bah, ça fait
ça fait quelque chose comme 5000 mètres, hein, même pas, 4000, ouais, 5000 mètres, voilà, pour arrondir. Donc c'est des avions qui peuvent franchir facilement, malgré tout, les Alpes ou des massifs montagneux, sans aucun problème, hein. Ils peuvent passer au-dessus. Mais malgré tout, c'est pas des avions qui vont voler à des niveaux de vol comme les avions de ligne à réaction, qui sont beaucoup plus hauts, eux, qui sont plutôt autour des 8000, 10 000, 11 000 mètres, même pour certains. Hein. Donc ça permet aussi d'étager le trafic quand il y a des zones très densifiées. Et puis de faire des économies de carburant, puisque plus on monte et plus les moteurs à réaction sont performants et la traînée de l'avion est diminuée par le fait que l'air est moins dense. Bref, revenons à notre ATR. À 15 000 pieds, ça tombe bien. Niveau 150, ça tombe bien ou ça tombe mal. Ça dépend comment on se positionne. On était à ce qu'on appelle l'ISO 0. C'est-à-dire que en Brésil, en ce moment, c'est, entre guillemets, je dis l'hiver austral, parce que même en Brésil, il fait pas très très froid. Hein. Ils sont sur une zone, Sao Paulo n'est pas comme en Europe. Ils n'ont pas de la neige, hein, je crois pas, ça doit être très rare. Hein. Et il faisait apparemment 16 degrés au sol. Et il faut te dire que 16 degrés, quand il fait humide, ça peut être des conditions givrantes dans certains cas. Notamment pour les moteurs, certains moteurs, les carburateurs. Parce que quand un air est humide, ben, avec l'effet Venturi qu'il y a dans les moteurs, tu peux avoir une baisse de température brutale qui provoque un givrage local. Bon, au niveau 150, 15 000 pieds, il faisait 0, hein, forcément, parce qu'on perd 2 degrés par 1000 pieds, ou si tu préfères 6,5 degrés tous les 1000 mètres, donc automatiquement, il faisait froid. L'avion était apparemment dans une zone dite de fort givrage, c'est ce qu'il en sort d'un SIGMET. SIGMET, c'est un message météo qui est édité par les services météorologiques pour les pilotes. Donc ça leur indique, attention, à tel endroit, il y a des zones de givrage qui correspondent en fait à des nuages, des nuages givrants. Alors, pas de problème, logiquement, hein, l'ATR est équipé de systèmes anti-givrage, anti-icing, et de systèmes de dégivrage, de-icing. On va déjà analyser pourquoi il y a deux systèmes. Le système anti-givrage, il interdit le givrage. Je donne un exemple, et l'ATR en est équipé, les sondes Pitot, les sondes diverses, statiques, elles ont autour de leur système une résistance électrique régulée qui permet de chauffer ces points et afin qu'à ces endroits-là, il n'y ait jamais de givre. Pour avoir toujours une vitesse indiquée, on connaît malheureusement l'accident du Rio-Paris qui était justement dû à une insuffisance de ce système d'anti-givrage qui a provoqué quand même un bouchage des pitots et tout ce qu'il en a suivi. Bon, l'ATR, il est équipé, il n'y a jamais eu de cas d'ATR qui ont eu les indications de vitesse reportées, enfin, je n'ai pas à ma connaissance en tout cas, parce que des problèmes d'anti-givrage pitot. Il y a un système aussi sur le pied de pale des hélices, c'est aussi des résistances chauffantes électriques pour dégivrer, parce que les hélices en bout de pale, elles ne peuvent pas givrer vu la vitesse de rotation, la glace ne tiendrait pas. Entre la vitesse et la centrifugation, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais en pied de pale, là où ça tourne moins vite, il peut y avoir un phénomène, et le problème c'est que si la glace se détache d'un coup, ça fait un bloc de glace, ça peut être ce qu'on appelle un FOD, un Foreign Object Damage, ça peut venir endommager une pale. Donc on évite à tout prix qu'il y ait de la glace sur l'hélice. L'entrée d'air du moteur est dégivrée. C'est-à-dire qu'il y a des boudins, on appelle ça des boots, qui gonflent, avec de l'air qui est prélevé de ces moteurs, de l'air comprimé, on le prélève au niveau des compresseurs, et on l'envoie sur l'entrée d'air, et ça casse la glace ou la neige accumulée, et ensuite, par un effet, ça rentre dans l'entrée d'air, mais l'entrée d'air de l'ATR est faite de façon, en fait, à aller en dessous du moteur, et ensuite, ça remonte vers le compresseur, donc il y a une espèce de trappe d'évacuation qui permet à la glace de ne pas rentrer dans le moteur. Et les bords d'attaque des ailes et de l'empennage horizontal sont aussi dégivrés par des boots qui ont une particularité sur la TR, ils ne sont pas conventionnels par rapport à beaucoup d'autres avions, c'est-à-dire au lieu d'être, c'est des espèces de boudins qui gonflent, et sur la plupart des avions ça gonfle dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens de... Et sur la TR c'est dans le sens de la corde de l'aile. C'est bon, ça fonctionne bien. Il y a eu des modifications à tous les niveaux sur la TR. Et je vais te l'expliquer parce que là maintenant, je parle de dégivrage, je parle de conditions givrantes, parce qu'on vient un petit peu sur le sujet qui laisse tout le monde en suspens en ce moment, c'est qu'on pense que l'avion
il a givré, quoi. Et que c'est ça qui a peut-être amené des pilotes à perdre le contrôle de l'avion. Ça, il va falloir qu'on sache pourquoi, comment, parce que c'est quand même hallucinant, hein. L'avion est équipé d'un stick checker, c'est-à-dire que si la vitesse n'est pas bonne, on approche du décrochage, on va avoir les deux manches, les deux volants, là, les colonnes Oui. qui vont vibrer. Donc ça veut dire les pilotes physiquement, mince, on n'est pas sur la bonne vitesse. De toute façon, ils ont des alarmes. Ils ont aussi des alarmes sur le tableau de bord qui vont les prévenir qu'il y a du icing. Donc s'ils ont oublié d'enclencher les systèmes de-icing, anti-ice, ils ont quand même un voyant qui les prévient grâce à une sonde qui est située sur l'aile, hein, sur l'aile gauche, qui va leur dire attention, c'est une sonde qui détecte le givrage, un petit doigt qui vibre, et quand il y a de la glace dessus, ça fait changer la vibration, ça détecte donc qu'il y a de la glace dessus, ça envoie tout de suite l'information au cockpit pour que les pilotes agissent sur leur bouton et déclenchent l'anti-givrage et le dégivrage. Alors, revenons un Alors, peu, revenons un peu, je vais dire, à l'avant, décollage. Est-ce que, parce que avec un néophyte, il va se dire, mais est-ce que il n'y a pas de visite technique, comment ça se passe, pour mieux comprendre la situation, parce qu'on se dit, waouh, il y a quand même eu une préparation avant, une visite technique pour pouvoir anticiper. Non, c'est pas possible, pour, pour ne pas devoir alors, vivre ce moment tragique. oui. Alors, je pense que il faut bien distinguer deux choses. Oui, Les pilotes, ils font un briefing. oui, Les pilotes font un briefing. C'était très certainement pas leur premier vol du jour, parce qu'ils ne sont exactement. pas basés, je ne me rappelle plus l'aéroport de départ, mais c'était une escale. Donc je ne pense pas que les pilotes, et c'était leur premier vol, mais ils avaient quand même briefé. Ils savaient qu'il y avait, je te dis, ils avaient lu la météo et ils savaient qu'il y avait un 6 mètres. De toute façon, les contrôleurs aériens en vol peuvent encore prévenir. On va Mhm. savoir tout ça bientôt, hein. Je pense pas qu'ils n'étaient pas au courant. Puis ça se voit, quand tu rentres dans les nuages, il y a toujours, hein, vu la période, ils se doutent que c'est une période. L'avion, il est checké tous les jours. Il faut te dire qu'on fait ce qu'on appelle des daily checks sur les avions, comme ça, Oui. hein. Elle est faite en général la nuit, puisque ce sont des avions qui volent le jour, avec les passagers. Et le Mhm, dernier mhm. vol du soir, il se pose et il y a un technicien, ou plusieurs techniciens, qui vont prendre en charge l'avion, qui vont s'occuper de faire un tour avion, de vérifier que les systèmes, en allant au tableau de bord, au cockpit, déjà les pilotes peuvent avoir marqué sur le logbook des complaintes, hein. En vol, ils ont notifié quelque chose, une ampoule grillée, des Oui. comportements anormaux, des alarmes qui se seraient déclenchées, mais sans conséquence. Bon, les mécaniciens vont traiter tout ça. Mhm. Un avion peut aussi voler avec des systèmes INOP. Je le précise parce que on peut avoir, on appelle ça la MIL, Minimum Equipment List, tu peux avoir un phare d'atterrissage qui est grillé. Et Oui. c'est notifié dans la Minimum Equipment List. Tu as 2 radios ou 3 radios dans ces avions, tu peux avoir une des radios qui est INOP. À condition, évidemment, que cela rentre dans la MEL. Et attention, si tu as un système qui ne fonctionne pas, eh bien, il va falloir que la MEL soit posée et que tu vas lire aussi les conséquences de cette MIL. Oui. La MIL, elle va te dire, ah oui, si vous avez ce système INOP, attention, vous devez rester dans telle configuration. Il y a des mails qui ont des conséquences opérationnelles. À ce jour, encore une fois, je n'ai pas l'information si cet avion avait des limitations opérationnelles liées à une quelconque mail. Donc, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Les pilotes, je pense qu'ils étaient quand même au courant, vu leur expérience, que la météo et l'avion, il y avait certaines choses à respecter. On va le savoir. En tout cas, l'avion, il s'est approché de Sao Paulo, de l'aéroport. C'est pas l'aéroport principal, il allait sur un autre aéroport, hein, plus petit. Il est rentré dans des conditions givrantes, et c'est à partir du moment où il était déjà en descente, hein. Ça, par contre, j'ai eu l'info. Il était en descente, donc il allait approcher De l'aéroport? de l'aéroport. Il est remonté. Donc il est remonté, et a priori assez rapidement. Donc ça peut expliquer le fait qu'il ait décroché. Parce que peut-être que les pilotes se sont rendus compte, ils ont eu les alarmes ICE, ils ont eu peut-être le stick shaker aussi qui s'est activé, mais en remontant rapidement, tu casses un peu ta vitesse, et quand tu as tes ailes qui sont givrées, la vitesse de décrochage de ton avion, elle peut largement descendre. Enfin, quand je dis descendre, c'est la vitesse de décrochage va, elle, augmenter. C'est-à-dire que là où ton avion aura une vitesse de décrochage qui se retourne, mettons, des 120 nœuds, Mhm. elle peut augmenter à 150 nœuds. Parce que tu as des débris sur l'extrado de ton aile et que ça provoque une anomalie aérodynamique
Et en fait, normalement, apparemment, l'ATR, il a un angle, parce que l'angle d'attaque de l'avion, tu sais, l'incidence des ailes de l'avion, l'ATR a un angle d'attaque, un stall limite qui serait autour des 17 degrés. Mais quand tu as les ailes qui sont contaminées par la glace, ça peut très vite redescendre à 12 degrés, 10 degrés. Et c'est vite atteint, il suffit juste que tu fasses une ressource pour justement reprendre de l'altitude. Ton aile, elle a un moment où elle va avoir une incidence un petit peu plus importante, malgré les moteurs qui sont qui poussent encore, il n'y a pas de problème moteur a priori. Et là, je vais parler d'un truc, parce que ça me turlupine, parce que voir cet avion en vrille à plat, à gauche, et j'insiste bien sur la gauche, tu vas voir pourquoi. Elle était en vrille à plat à gauche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment il est parti comme ça, cet avion? Comment il est parti à gauche? Et les deux moteurs sur cet avion tournent de façon horaire. C'est-à-dire que quand tu es à la place du pilote, si tu regardes tes hélices, elles tournent dans le sens des aiguilles du montre. D'accord? Les hélices, quand tu fais du monomoteur, un avion qui n'a qu'un moteur, et que tu es au décollage, que tu mets la pleine poussée, je te garantis que si tu ne mets pas un peu de pied à droite, c'est-à-dire de la gouverne de direction du rudder à droite, ton avion, par les effets moteurs, va avoir envie d'aller à gauche. Parce que l'hélice, elle est dans l'axe de l'avion, mais l'avion, lui, à basse vitesse, il a une forte incidence. Du coup, la pale montante n'a pas le même angle d'attaque que la pale descendante. De fait, la pale descendante a un plus grand angle d'attaque, elle a plus de force. Donc ton hélice, si on regarde ça sur un plan, ton hélice, en fait, elle pousse, enfin elle tracte plus fort sur la droite que sur la gauche. Donc ton avion a irrémédiablement envie d'aller à gauche. Alors tu mets du pied à droite. Normal, moi, quand je fais de l'avion avec mon club, on a un petit ULM, je mets du pied à droite. Sur un bimoteur, c'est moins flagrant. Il y a eu certains petits moteurs, et si tu as pu remarquer la 400M, il a 4 moteurs, mais ils ne tournent pas tous dans le même sens. Parce que Airbus, quand ils ont conçu cet avion, ils se sont dit on va faire un système contrarotatif entre les moteurs, parce que si on perd un moteur en vol, ça va éviter d'avoir un effet. Sur un bimoteur ou un multimoteur, il y a ce qu'on appelle un moteur critique. Le moteur critique, justement, sur un ATR, qui a les hélices qui tournent dans le sens horaire, c'est le moteur 1. Si le moteur 1, il lâche, le moteur qui est à gauche, le moteur droit va fonctionner, il va falloir contrer son effort, mais comme le moteur droit, en plus, si tu es à basse vitesse, il a en plus tendance à emmener ton avion à gauche par le fait de l'effet moteur, et ben, tu as plus d'effet si le moteur 1 lâche que si c'est le moteur 2. Le moteur 2, s'il lâche, le moteur 1, il a de l'effet, forcément, puisqu'il est situé sur l'aile gauche. Mais comme son hélice a aussi un effet, il est moins difficile à contrer, du moins la vitesse de maîtrise, la VMCA, est un peu plus basse. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Pourquoi je parle du gauche? Parce qu'il tourne à gauche. Et je suis remonté un petit peu dans le passé, là, parce que l'ATR, il y a eu quand même des précédents. Notamment un qui est très connu, 1994, qui a conduit à des airworthiness directives. Il y a eu des modifications sur ATR, notamment pour le dégivrage au niveau des ailerons, de certaines parties des ailerons, les dents de chien, là, les retours. L'American Eagle, il y a eu 68 morts. C'est un avion qui était en train de faire pareil, un vol régional. Il allait vers Chicago et il avait été mis en circuit d'attente, en hippodrome, on appelle ça, un petit peu plus bas, dans une zone où il y avait du fort givrage, en hiver, c'était en janvier, je crois, 1994. Fort givrage, de la neige même qui tombait sur la région. Et l'avion s'est retrouvé donc couvert de glace et le système anti-givrage n'a pas été apparemment efficient. L'avion est parti sur la gauche. Alors il n'a pas fait une vrille, mais il est complètement parti sur la gauche à tel point qu'il est arrivé sur le dos. L'avion il s'est retourné. Le pilote, avec les ailerons, ils n'ont pas réussi à contrer cet effet parce qu'il a décroché. Ils avaient mis les volets à 15 degrés donc pour les aider, mais ça n'a pas suffi. Et l'avion a été perdu, perte de contrôle. Il n'était pas très haut parce que l'hippodrome se faisait aux abords de l'aéroport, donc il n'était pas à l'altitude de croisière. Il était sur un stack d'attente et ils se sont écrasés. Ça, c'est le premier effet qui a eu des conséquences. Chez un terrain, c'était 94, c'était quand même un avion qui a commencé à être commercialisé en 87 ou 88, par là, un peu comme la 320. C'était pas vieux. Il y a un deuxième cas, mais c'est un avion de transport marchandises cargo, celui-là, à Transasia, en 2002. Pareil, au-dessus de l'océan, par contre, donc ça a été un petit peu plus long. Et alors, l'inconvénient du givre, faut savoir quand même que c'est
c'est un assassin invisible, le givre. Parce que bien Là, souvent, ça? tu as l'avion qui s'est écrasé, quand il redescend dans les basses couches, il fait plus chaud, et quand les gens arrivent sur l'épave, il n'y a plus de givre. Ouais. Ça, c'est comme, tu sais, la personne qu'on retrouve pendue Mhm. à une corde, il n'y a aucune... c'est une histoire comme ça qu'on dit, il y a pas d'escabeau, il n'y a pas de chaise, il est monté sur un glaçon, il y a juste de l'eau par terre. On, ne sait, on croit que quelqu'un l'a couché, non, quelqu'un a pu se suicider en prenant un pain de glace, et le pain de glace, c'est une image, c'est pas dans la réalité. Mais pour te dire que c'est un assassin invisible, surtout quand un avion tombe dans l'eau, là il y a eu 2 morts, enfin que 2, l'équipage a été tué, et cet avion, d'après les enregistreurs, est parti, pareil, sur la gauche, left bank, il s'est incliné sur la gauche, et il est parti quasiment en vrille, hein. Il est parti sur le dos, et il s'est écrasé dans l'océan, je crois que c'est l'océan Indien. En 2010, Aero Caribbean, à Cuba, Mhm. pareil, est rentré dans les conditions suivantes. Il a fait une inclinaison violente à gauche, et l'avion s'est aussi écrasé. 68 morts encore. En 2012, Uther, en Russie, 33 morts. L'avion s'est écrasé au décollage. Il est parti sur la gauche. Le décollage de l'aéroport. Là, il a Ouais. givré dès le départ. En fait, il n'a pas été dégivré avant le décollage. Parce que tu sais, on dégivre les avions avec un produit. Ouais, je... En Russie, ils sont tellement habitués à la neige qu'ils sont un petit peu moins susceptibles que nous sur ce sujet-là. Et peut-être que là, il y a eu un peu trop de négligence ou de phénomènes, de facteurs humains, d'habitude. L'avion Mhm. n'a jamais réussi à voler plus haut que, je crois, 200 pieds, hein, c'est-à-dire une soixantaine de mètres, et il s'est écrasé justement en partant sur la gauche, et il s'est explosé 33 morts. Et là, on arrive avec ce VOPAS en 2024, donc Ouais. 12 ans après, et on a de gros soupçons sur un phénomène de givrage, de décrochage, et on pourrait dire de deep stall, un décrochage profond, puisque c'est la maladie des avions qui l'empêchent T, Mhm. c'est le cas de la TR. Ils ont ce stick shaker et ils ont en plus une fonctionnalité obligatoire en CS25 qui est le stick pusher. C'est-à-dire qu'il y a un moteur électrique qui va venir pousser les 2 colonnes vers l'avant pour contrer la force d'un pilote qui éventuellement aurait tendance à vouloir tenir son avion Avec toutes le nez ces en l'air. forces, ouais. Et déjà, ça vibre pour l'alerter qu'il faut rendre la main. On l'apprend à l'aéroclub, ça. Et ensuite, si le pilote ne le fait pas, pour diverses raisons, c'est l'avion qui va lui-même, pousser les colonnes. Et c'est les commandes directes, hein, c'est les câbles. Ça va agir sur les gouvernes. Et l'avion va normalement prendre une assiette à piquer. Alors moi j'ai Alors qu'on croit que cet avion... euh, deux questions déjà. Est-ce que avec toutes les données que tu viens de citer, peut-on dire donc ou penser, ou, quelle est ton opinion à ce sujet? Qu'en penses-tu de ma question? Penses-tu que les ATR sont donc fiables parce que les données sont quand même là et puis il y a une forme de, je ne veux pas dire de récurrence, mais bon, est-ce que tu penses que, deuxième question, cette ce crash va servir d'exemple ou alors va créer aussi une remise en question comme ça a été le cas avec Boeing. Je veux dire, tu as Oui, vu. oui. Tu as entièrement raison parce qu'aujourd'hui ça file à la vitesse de la lumière hein, avec Internet et les réseaux sociaux. Et tu as entièrement raison, hein, l'ATR pourrait être bâché comme il y a le Boeing bashing Exactement, actuellement. Et puis là, ça continue. L'actualité encore a montré qu'un le prototype du 777X fait encore parler de lui. exactement. Pour l'instant, l'ATR, il n'a pas l'air de subir la... J'ai pas encore eu à l'oreille. Alors c'est compliqué parce qu'en France, Hop n'a plus d'ATR, ils les ont revendus. Il y a la compagnie aérienne Chalair en France qui exploite justement les anciens ATR de Hop. Mais c'est un avion qu'on voit plus beaucoup voler dans le Mhm. ciel français au niveau des compagnies aériennes par rapport à autrefois. Et en France, on n'a pas à se plaindre de cet avion, il est très fiable. C'est un avion qui peut se poser sur des terrains qui sont quand même avec des pistes relativement courtes, même j'ai envie de te dire en Asie, en Afrique, qui Oui. peut se poser sur des pistes en latérite. Il a de gros avantages, hein. Pistes courtes, facilité d'exploitation, turbopropulseur, donc c'est économique. Tu Mhm. peux emmener du fret en même temps que les passagers parce que juste derrière le cockpit, tu as une baisse soute. Il est facile. C'est pas un avion compliqué. Il y a eu des cas d'accidents en Iran notamment parce que les avions avaient été mal entretenus. Là, ça a été prouvé et que les pilotes étaient aussi mal formés. Il y a eu un cas, un avion quasiment neuf
à Taïwan qui a décollé et les pilotes avaient une alarme incendie sur le moteur 2, ils ont coupé le moteur 1. Alors le moteur 2, il a fini par lâcher parce qu'il avait un problème, donc ils se sont retrouvés en planeur pur juste après le décollage. Et c'est cet ATR qu'on voit, tu sais, sur encore une fois, c'est des dashcams de voitures. Donc là, c'est pas un smartphone, mais c'est là toutes les vidéosurveillance qu'on a partout. Ouais. Et on voit l'avion qui est sur la tranche, qui vient taper un pont, qui a même tapé un véhicule sans blesser personne, heureusement. Mais par contre, il y a eu énormément de morts. Je ne sais même plus s'il y a eu des survivants. Mais c'est un avion, oui, qui a fait souvent parler de lui. Il y a eu aussi au Pakistan l'année dernière, où le pilote instructeur a voulu sortir les volets et il a attrapé les 2 manettes d'hélice, là, de condition hélice, les condition lever, et il les a amenés toutes les deux en position phaser, donc en drapeau, là, alors que l'avion avait encore besoin de traction. L'avion a décroché et sur la gauche. J'insiste, hein. Cet avion, il faut lui mettre une plus grande aile à gauche, hein, il y a un problème. On a un gros aileron, c'est pas possible. Non, mais je te dis, c'est les effets moteurs, c'est logique, hein, il y a une logique à ça. Mais comme quoi, c'est très facile de rentrer dans le, j'ai envie de dire, dans le tunnel de la spirale de l'horreur. Ouais. Et c'est pas l'ATR, comme ça, c'est le fait que l'ATR, il y en a beaucoup. Et là, cet ATR-là qui s'est craché, c'est le numéro 908. Donc tu vois, il y en a beaucoup plus que 1000. Je crois qu'aujourd'hui, on en a 1600 ou un truc comme ça. Si on regarde dans les derniers livrets, peut-être qu'il y en aura 2000 au total de produits. Avec essentiellement, maintenant, je te dis, une production qui est centrée sur la version 72, qui est certainement plus économique. C'est un meilleur équilibre économique que le 45. Que le 42, pardon. Et donc voilà... cet avion, pour moi, il n'a pas de concurrence. Aujourd'hui, il y avait le Dash 8 Q400 qui était son concurrent direct. Le Dash 8 Q400, il n'est pas connu pour être dangereux en vol. Il n'y a pas eu énormément de crash. Mais il a un gros problème. Il a des grandes échasses, tu sais, il a des ailes hautes et les trains sont fixés sur les nacelles moteurs. Donc, c'est des grandes jambes de train sur les trains principaux. Alors que l'ATR, il a été designé avec des trains au niveau du fuselage, comme le Transal ou les C-130 Hercule. Du coup, il a des petits trains qui sont plus robustes et donc qui résistent mieux, je te dis, à ce côté exploitation sur terrain un petit peu plus compliqué. Et les Dash 8 Q400, il y en a de moins en moins. La production a été arrêtée parce que Bombardier va très bien. Hein. C'est pas une société, hormis en faisant du Global Express, des avions d'affaires. Ouais. Ils ont arrêté tous les avions civils commerciaux. Là. Ils ont tout revendu. Le CS300, c'est devenu à 220. Les Canadair, c'est en train d'être revendu aux Américains pour refabriquer du CL 415 qui s'appellerait CL 515. Enfin bref, Bombardier était le concurrent numéro 1. Il n'y en a plus de concurrents. Après, qu'est-ce que tu vas en voir? C'est les Antonov AN-26. Alors ça, si tu prends la liste des AN-26, qui est un très bon avion, alors le nombre d'accidents, je pense que c'est entièrement lié à l'avionique de cet avion qui n'est pas moderne. Contrairement aux ATR, même le 500, qui n'est pas encore full EFIS, il est quand même équipé d'EFIS, il est pas mal. Il a des moteurs améliorés. Le 600, c'est un 500 full EFIS, avec une suite full EFIS, ECAM et tout le bazar. Il y a même un système de maintenance embarqué pour les mécaniciens. Il est beaucoup plus moderne que le 500, mais le 500, il est tout à fait exploitable, il n'y a aucun souci. C'est pas le design du cockpit du 500 qui a piégé les pilotes. Je pense que là, on va le savoir, c'est certainement peut-être... la météo, une anticipation sur le dégivrage qui n'a peut-être pas été fait comme il faut, des réactions sur le pilotage qui ont amené au décrochage, et on saura pourquoi non seulement il a décroché, mais en plus il a décroché au point de ne plus avoir de vitesse et de partir non seulement sur la gauche, mais en vrille à plat, une flat spin, et ne plus pouvoir en sortir. Et ça, ne pas pouvoir en sortir, je ne suis pas surpris, parce qu'une fois que l'empennage vertical il est en décrochage sur cet avion, il est masqué par la turbulence provoquée par l'aile. Et donc, pour pousser, tirer sur le yoke, il n'y a plus rien à faire. Il aurait fallu que tous les passagers, je ne sais pas, courent vers l'avant de l'avion. Je dis ça, c'est utopique, parce que à ce moment-là, tu restes bien accroché à ton siège et tu serres ta ceinture. Mais si tout le monde n'était pas allé vers l'avant, le nez de l'avion serait redevenu lourd, et peut-être qu'il aurait repris une assiette à piquer qui lui redonne de l'énergie, et pour ensuite que les pilotes puissent le remettre en configuration de vol. Oui, tout à l'heure tu évoquais les différents organismes impliqués dans l'enquête.
si tu peux encore Oui. les citer tantôt. Et puis, combien de temps tout cela va prendre, l'enquête? Est-ce que on pourra avoir des résultats dans les mois à venir? Quand je dis mois, j'espère, je ne veux pas compter 2025 également. Est-ce que ça peut être maintenant ou alors ça va prendre vraiment du temps pour pouvoir déceler les différents points qui ont été la cause du tragique accident? Et penses-tu que la compagnie aérienne n'a pas quelque chose à voir ou alors ce sont juste encore une fois des polémiques liées autour de la compagnie Vuepas? Ouais. Oui, oui, non, toutes tes questions, elles ont du sens, hein. Alors, la CENIPA, c'est donc la partie enquête sur tout ce qui est autorité brésilienne, la DGAC, si tu préfères, brésilienne. Oui, Et nous, le BEA, qui vont suivre ça, puisque l'avion, comme je t'ai expliqué, était en avion de marque francophone, bah, il y a toujours une équipe du BEA qui va venir aider. Et, en général, ils ont de l'expérience, hein. mhm, Même si ce n'est pas, sont très, je ne les remets pas en cause, c'est pas le problème. Euh, En général, une enquête, c'est minimum 18 mois, quoi. Ça peut être un peu et- plus court si on dispose de toutes les infos, mais il y a aussi un temps, tu sais, il y a eu des victimes là. exactement. C'est systématique. C'est systématique. Ça se trouve, ils savent déjà quasiment les 80% des informations, peut-être même plus, hein. Mm, Elles sont déjà peut-être dans les mains des enquêteurs, oui, mais on ne court pas après la délivrance d'infos parce qu'il y a un temps de deuil. C'est pas facile. Et il y a quand même aussi, tu parlais de la compagnie. Si mhm, ça se trouve, la compagnie a des choses à se reprocher dans la formation des pilotes. On va peut-être on ne sait pas. Il y a déjà eu des compagnies, on s'est aperçu que les pilotes n'étaient pas formés correctement. Il y avait eu des exactement. compagnies où les pilotes avaient des fausses licences. Tu vois, on ne sait pas encore, hein. On peut tout imaginer. Ouais, Donc pour l'instant, on n'est que dans l'hypothétique. Et là, Veopass, j'ai appris qu'ils avaient supprimé apparemment 9 destinations, un exact- avion en moins, 9 destinations. 9 destinations pour un seul avion en moins, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas. Effectivement, chez Veopass, bon, eux aussi sont en deuil, hein, ils ont perdu un équipage, ils ont perdu un avion, ils ont perdu aussi très certainement au niveau de leurs clients une certaine notoriété, parce que quand tu as un accident comme ça, bah, et puis qui a été visionné par tout le monde directement au Brésil, j'imagine qu'il y a des gens qui annulent leur déplacement exactement. parce que c'est du montage. Ça, c'est clair et net, hein. Ça, Ouais. ça arrive, ça avec le Max, on a vu des gens qui voulaient plus monter même dans des Boeing. Alors que c'était pas forcément un Max, ça n'a rien à voir. Non, là, il est très possible qu'il y ait un problème. Il y a peut-être même aussi des gens au Brésil qui ne veulent plus monter dans un ATR parce qu'ils Ah pensent que oui? c'est des avions qui font de la politique aérienne, qu'il n'y a pas de protection, alors que, voilà, on va savoir pourquoi. Je te dis, c'est un retentissement, même côté professionnel. On n'est pas censé. Pour moi, le dernier avion qui a fait un deep stall, c'était le Rio-Paris. Et normalement, il était protégé contre ça. Mhm, C'est ce qui même induit les pilotes en erreur. Et c'est la seule part où je leur mets un peu de crédit à ces pauvres équipages qui s'est fait piéger. Mais ils ne sont pas revenus au basique. S'ils étaient revenus au basique, ils auraient oublié tout. Ils auraient dit, bon, bah, même on entend stall, on rend la main. On rend la ouais. main, on reprend de la vitesse. On se démerde pour que l'avion ait une attitude légèrement piquée pour que on soit sûr. Bref, il y a eu le premier cas de deep stall qui a choqué l'opinion, c'était dans les années 60. C'est le cas du BAC 111, le BAC 111, qui était un avion British Aerospace. Lors des essais en vol, Mhm, l'équipage technique d'essai en vol s'est tué parce que l'avion, lors d'un essai de décrochage, est rentré en deep stall. Et cet avion, il a les deux moteurs à l'arrière, il a un empennage anti-tail, et le décrochage, ils n'en sont jamais sortis jusqu'à l'impact. Et à partir de là, toute l'aéronautique civile mondiale s'est servi de cet exemple tragique qui était arrivé à des ingénieurs de flight test pour créer un système qui prévient. Et donc ça a été le stick pusher, le fameux système qui pousse les colonnes alors que les pilotes ne s'y attendent pas du tout, à un angle d'attaque où l'avion est encore récupérable. C'est-à-dire que ça anticipe. Normalement, l'avion ne va jamais au-delà d'une limite. Elle a été inventée. Je me souviens, on faisait des tests stick pusher sur les Fokker 100, mhm. stick pusher sur les MD-80.
tous ces avions qui ont un empennage hanté. Je suis certain qu'il doit y avoir ça aussi sur le bac 146, là, les RJ-80 et compagnie, qui sont plus trop utilisés maintenant pour les passagers, mais qui veulent encore comme avion cargo, l'ATR, le Dash 8Q400, enfin tous les avions en empennage hanté. C'est le seul moyen de te sauver. Alors pourquoi ce stick pusher n'a pas fonctionné alors qu'il a une force qui est normalement assez importante que les pilotes ne peuvent pas contrer, même à deux, je crois. C'est dans la réglementation, hein, il y a une certaine force en décanewton. Et ensuite, ce système se désactive, bien évidemment, pour pas que l'avion continue à piquer jusqu'au sol. Se désactive dès qu'il a repris une attitude qui lui permette d'être éloigné d'un angle d'attaque important qui masquerait le T-tail. Donc, VOPAS, je sais pas, ça tu sais, c'est dans les mois à venir. Si VOPAS dépose le bilan, on va le savoir. Voilà. Parce que c'était un avion qui avait une douzaine d'années, hein, 13 ou 14 ans, il était de 2010. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit. Tu peux avoir un avion qui a 2 ans et qui est mal entretenu, hein, qui a des problèmes, et avoir un avion qui a 14 ans et qui est en parfait état de marche. Hein. Tout à fait. Il avait venu pour Bel Air, je crois, au départ. Ensuite, il a été pris par un leaser au danois. Donc c'est un avion qui est en leasing, hein. Il n'appartient pas à VOPAS, je crois pas. Hein. Donc, de toute façon, quand tu as un avion en leasing, la compagnie exploitante se doit d'entretenir l'avion. C'est elle qui est responsable de l'entretien de l'avion. Voilà. Alors, merci beaucoup, hein, vraiment, Guillaume, pour tous ces détails. C'est vrai qu'on ne peut pas se buter sur les conclusions. Là, on est obligé de les attendre patiemment maintenant. Moi, je pense qu'on saura peut-être même déjà le rapport préliminaire. On va peut-être l'avoir d'ici 6 semaines, hein, peut-être moins de 2 mois. Hein. C'est possible qu'ils décident de lâcher quelques informations. Et alors ça va aller très vite, hein, sur Internet, ça va à la vitesse dans les jours qui suivent. Voilà. Oui, parce déjà, qu'il faudra... ça fait quoi, 3 semaines. Ça fait 3 semaines et on a déjà pas mal d'infos. Tout le monde a voulu donner des infos. L'histoire du tail strike, moi je sais que je l'ai vu sur un média là, qui s'appelle Aéro Plus ou un truc comme ça. Et ça y est, il y en avait déjà qui étaient en train de donner les conclusions de l'enquête. Je vois pas pourquoi le fait que l'avion a eu un petit dommage structurel et qu'il a été réparé. Hein, peut-être que même ces ATR, ils ont une équipe, on appelle ça le Working Party, comme Airbus. Ce sont des techniciens qui sont habilités à réparer les avions qui ont des gros dégâts structurels partout dans le monde. Hein. C'est une équipe qui est basée à Toulouse. Et quand il y a un problème, pof, ils partent avec des grosses caisses, avec les outils, et ils réparent les avions où que ce soit dans le monde. Hein, et ça arrive très fréquemment. Hein. Et même Dassault a la même chose pour ses Falcon, Boeing a la même chose pour ses avions. Et puis, il y a certaines sociétés, comme Air France, comme Lufthansa Technik, des grosses compagnies aériennes, qui ont aussi des équipes qui sont capables de faire de la structure. Après, c'est vrai que quand c'est des éléments assez importants, parfois, on préfère aller voir le constructeur, parce que le constructeur, lui, il a la possibilité de déroger à ce qu'on appelle le SRM, le Structural and Repair Manual, qui peut, des fois, conduire à dire, l'avion, il va falloir faire des très grosses réparations, qui coûtent très cher, donc on va peut-être le mettre finalement à l'épave. Hein. Il n'est pas économiquement réparable, mais on peut trouver certaines solutions pour le remettre en vol. Voilà. Alors l'inconvénient d'une réparation, c'est pas que c'est fragile. Hein. Attention, hein. Il y a eu des cas avec le Japan Airlines, mais là maintenant ça nous a servi de leçon. Mais il y a le problème d'une réparation structurelle, c'est que ça peut un peu alourdir l'avion. Alors si ça l'alourdit de quelques dizaines de kilos, c'est pas grave. Si c'est quelques centaines de kilos, c'est un peu plus impactant. Donc il y a des fois où justement ça va pas le faire. Mais bon, sinon l'avion on le remet pas en vol. Hein. Je dis, il y a des conditions économiques, il y a tout un tas de phénomènes, mais jamais la sécurité n'est remise en question. Si c'est ça devrait tenir. Non. Ça c'est un langage qui n'a pas en aéronautique. Donc moi, j'élimine tout de suite cette polémique et je préfère me concentrer sur l'idée que l'avion a quand même décroché, il était dans des conditions givrantes.
on est plus dans ce périmètre-là, à analyser, et on en tirera des conclusions, hein, et peut-être même des conséquences avec des recommandations faites par la CENIPA et le BEA, l'obligation peut-être de se conformer. Alors soit c'est toute la flotte des ATR, soit c'est certains ATR qui seront concernés, soit c'est une formation des pilotes, on ne sait pas. Mais il y aura forcément une conclusion. Exactement. Qui dira, quand j'ai regardé certaines conclusions des accidents que je t'ai cités, les 4 précédents, là, bon, bah voilà, UTR, clairement, pourquoi ne pas avoir des givrés l'avion avec un camion, tu sais, qui passe avec du produit contenant des givrants, glycol, et l'avion aurait décollé sans avoir une accumulation de glace qui a fait qu'au moment où ils ont annoncé rotation, bah, comme il y avait de la glace sur l'aile, la vitesse VR n'était plus la bonne. L'avion ne pouvait pas voler aux vitesses qui avaient été préalablement briefées entre pilotes. L'avion donc a décollé, a commencé à basculer parce qu'il a décroché. Il est parti sur la gauche. L'affreuse gauche, on va écrire un livre. Tout à fait. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Guillaume. En tout cas, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre l'échange au sujet de ce crash. On attend maintenant simplement le rapport. Question de garder un peu de recul par rapport au buzz médiatique et tout ce qui veut avoir à tout prix des informations. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs seront enrichis par tes informations et ta description des choses. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Je voudrais juste rassurer les gens qui doivent partir en ATR. C'est un avion qui est réputé fiable. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, non. C'est un cas isolé qui se répète malheureusement pour la 5e fois avec des soupçons de givrage. Mais là, bon, je pense que cette fois-ci, on aura des mesures qui vont être un petit peu plus importantes. Ben moi, tu reviens vers moi dès que tu en as envie. Si j'ai les informations complémentaires, si je reviendrai vers toi pour te dire, bon bah Marc, si tu veux, j'ai des petits compléments d'infos à te donner pour les auditeurs du podcast. Et puis voilà. Et bon, je ne me réjouis pas de ces sujets-là. Je m'intéresse à la question de la sécurité aérienne, donc automatiquement, les incidents et accidents font partie un petit peu du scope de ce que je ziote pratiquement quotidiennement, je préfère le dire. Voilà, donc dans un précédent podcast qu'on a fait ensemble, j'explique pourquoi. Dans ma vie, j'ai été impliqué très rapidement dans ce domaine-là parce que ça m'a touché de près. Et qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne l'avion comme on prend le train. C'est-à-dire que le sujet de la sécurité n'est pas un problème. C'est le cas, mais on espère toujours voyager en toute sécurité en tout cas. Merci beaucoup Guillaume et je te souhaite une agréable journée. Merci. Toi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du média de l'aviation civile en Afrique. Nous avons eu le privilège d'explorer en profondeur la tragédie aérienne survenue à Sao Paulo avec notre invité Guillaume Evrard. Nous avons discuté des circonstances entourant le crash de l'ATR de Vuepas, des enquêtes en cours pour comprendre les causes de cet accident tragique ainsi que des implications pour l'aviation régionale au Brésil. Ce drame nous rappelle l'importance cruciale de la sécurité aérienne et des leçons que nous devons tirer pour l'avenir. Nous espérons que cet échange vous a apporté des éclaircissements sur cet événement dévastateur et sur le fonctionnement des compagnies aériennes et des avions régionaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode et rester informé des dernières actualités de l'aviation civile en Afrique et ailleurs dans le monde. Merci encore à Guillaume pour sa présence et son expertise et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode.